Aujourd'hui, nous allons nous intéresser aux règles de la versification. Avant d'énoncer ces règles, il nous faut définir ce qu'est un poème. Un poème, étymologiquement, vient du latin poema, lui-même emprunté au grec poiema, dont le sens premier se traduit par chose faite, chose achevée, artefact, objet manufacturé, c'est-à-dire créé à la main, fabriqué à la main. Donc la première idée qui réside dans le mot même de poème n'est pas la rêverie, ni l'imaginaire que l'on associe habituellement à la notion de poésie, mais bien la notion de construction, d'architecture des mots. Le poème est donc une création raisonnée, articulée, un texte qui met en première place l'idée d'organisation de la langue. Une petite précision s'impose sûrement avant d'entrer dans le vif du sujet. La versification, c'est le fait de versifier. D'accord. Mais c'est-à-dire d'écrire en vers. Mais qu'est-ce qu'un vers? Un vers est le nom donné à une phrase poétique, composant donc un poème et parfois du théâtre qui peut également être versifié. La différence fondamentale entre une phrase normale, que l'on appelle d'ailleurs de la prose, et un vers poétique tient en fait dans la rythmique. Un vers est en effet reconnaissable au nombre de syllabes qui le composent. Les syllabes, rappelons-le, sont les sons qui composent les mots. Il y a ainsi différents types de vers en fonction du nombre de syllabes, donc de sons, que contient la phrase versifiée. Afin de pouvoir compter le nombre de syllabes qui composent un vers, il va vous falloir connaître quelques règles fondamentales. L'une d'entre elles, très importante, concerne l'utilisation de la lettre E dans un vers. En effet, le E peut être muet ou sonore. Intéressons-nous donc d'abord au E dit muet. Le E est dit muet lorsqu'il n'est pas prononcé et donc pas compté dans le décompte des syllabes. Le E peut être muet dans plusieurs cas. Tout d'abord, le E est toujours muet lorsqu'il est placé en fin de vers. C'est ce que l'on appelle une apocope, c'est-à-dire la chute d'un phonème, donc d'un son, à la fin d'un vers. Afin de mieux comprendre ce procédé, prenons un exemple tiré de la tragédie Phèdre de Racine. Dans ces deux vers, les mots sincère et père sont placés en fin de vers et se terminent par un E. Les deux E sont donc muets et ne comptent pas dans le décompte des syllabes. Il y a une apocope, le E tombe et n'est pas prononcé. On ne dira donc pas sincère, mais bien sincère, ce qui fera deux syllabes. De même, on ne dira pas père, mais bien père, qui ne donnera qu'une seule syllabe. Le E n'est pas seulement muet en fin de vers. Il peut être muet au milieu d'un vers, et c'est là la seconde règle que vous devez connaître. En effet, le E est muet au milieu d'un vers lorsqu'il est placé en fin de mot et que le mot qui suit commence par une voyelle. Rappelons que les voyelles sont A, E, I, O, U, Y. Pour cette règle, il va nous falloir nous servir d'un autre exemple, car les deux vers cités ne contiennent pas de E muet à l'intérieur du vers. Restons donc avec Phèdre de Racine. Enlevons tout de suite le E final du vers maintenant que nous connaissons la règle. Y a-t-il dans cette phrase un mot se terminant par un E suivi d'un autre mot commençant par une autre voyelle? Eh bien oui, c'est le cas du mot mer. Le mot qui suit est Amazone et il commence bien par une voyelle. Ainsi, le E final du mot mer sera muet et ne sera pas compté dans le décompte des syllabes. On ne dira pas mereux Amazone, mais bien mer Amazone. Maintenant que les règles du E muet n'ont plus de secret pour vous, il nous faut nous pencher sur la règle du E sonore. Le E ne peut être sonore qu'en milieu de vers, car les E en fin de vers sont systématiquement muets comme nous l'avons vu. Donc, pour que le E soit sonore en milieu de vers, il faut qu'il soit placé en fin de mot et que le mot qui suive commence par une consonne. Reprenons les exemples que nous avons déjà utilisés. Commençons par le premier vers.
Y a-t-il un mot se terminant par un E suivi d'un mot commençant par une consonne? Eh bien oui, le mot zèle est suivi du mot sincère qui commence par un S. Donc, le E final de zèle sera sonore, c'est-à-dire qu'il sera compté dans le décompte des syllabes. On ne dira pas zèle sincère, mais bien zèle sincère, ce qui donne 2 syllabes pour le mot zèle. De même, dans le second vers, nous trouvons le mot histoire qui se termine par un E et nous découvrons que le mot qui suit commence par un D, soit une consonne. Le E final sera donc sonore, on ne dira pas histoire de mon père, mais bien l'histoire de mon père, soit 3 syllabes pour le mot histoire. Enfin, concernant le dernier vers, il s'agit du mot le plus piégeux, car l'on oublie souvent de compter le E sonore, car cela semble contre-intuitif. Nous parlons bien entendu du mot une, qui se termine par un E et qui est suivi ici du mot mère, commençant par une consonne. Le E de une sera donc sonore. On ne dira pas une mère Amazon, mais bien une mère Amazon. Le mot une comptera donc pour 2 syllabes. Avant de nous intéresser au nom des différents vers, il nous faut signaler une autre règle utile à connaître pour permettre le décompte des syllabes. La diérèse. Il s'agit en fait d'une figure de style qui consiste à prononcer de manière séparée 2 voyelles placées côte à côte. Ajoutons une petite précision. Il est vrai que la langue française utilise souvent ce procédé. Pensons au terme oublier. On ne dit pas oublier, mais bien oublier, alors que ce sont donc 2 voyelles, le i et le e, qui sont côte à côte. Il s'agit ici de ce que l'on appelle un hiatus. La diérèse est en fait un hiatus appliqué à un mot qu'on ne prononce habituellement pas de cette façon. Cette figure de style est propre à la versification et c'est pourquoi elle nous intéresse. Pour comprendre ce qu'est une diérèse, prenons un couple de vers issus du site de Corneille comme exemple. Tout d'abord, enlevons les E muets et entourons les E sonores comme nous avons appris à le faire. Maintenant, décomptons les syllabes. Pour le premier vers, cela donne ne t'étonne donc point si mon âme gênée, soit 12 syllabes. Pour le second vers, cela donne avec impatience s'attend leur hyménée. Vous devez remarquer que ce n'est pas tout à fait le même rythme. En fait, lorsque l'on compte, on se rend compte qu'il n'y a que 11 syllabes. Comment cela se fait-il? Serait-ce une erreur? Eh bien non. Corneille a utilisé une diérèse. Mais quel mot contient 2 voyelles côte à côte dans ce vers? Il s'agit du mot impatience. On ne dira donc pas impatience, mais bien impatience. Le vers se prononcera donc de la manière suivante. Avec impatience attend leur hyménée, ce qui ramène notre compte à 12 syllabes. Mais au fond, à quoi sert une diérèse? Pourquoi l'auteur utilise-t-il ce procédé? Il l'utilise car cette diérèse lui permet d'atteindre plusieurs objectifs. Ces objectifs sont atteints grâce aux effets produits par la fameuse diérèse. Le premier effet est de capter l'attention de l'auditeur. Le mot prononcé de façon inhabituelle ne peut qu'attirer notre attention. Le terme qui subit la diérèse est donc mis en valeur. Le deuxième effet possible de la diérèse est de conférer une notion de durée au terme qui subit la diérèse, et même parfois au vers dans lequel elle apparaît. Cet effet s'applique particulièrement au vers cornélien que nous avons étudié. L'impatience, que nous disons donc impatience à cause de la diérèse, nous fait bien sentir que l'attente du mariage qui unira Chimène et Rodrigue est longue et qu'elle a sûrement trop duré au goût de l'infante qui prononce ces vers. Enfin, le dernier effet que nous souhaitons évoquer
et l'effet de dissonance. Cette prononciation particulière qu'implique la diérèse peut sembler discordante. Cela peut avoir plusieurs effets. Tout d'abord, cela peut provoquer la gêne chez l'auditeur et donc créer un effet de mise en abîme. Le malaise ressenti par le personnage se répercutera chez l'auditeur gêné par cette note dissonante dans le vers. Le second effet possible sera, au milieu de ces vers parfaits, par le biais de cette rupture rythmique qu'est la diérèse, de laisser transparaître l'émotion du personnage qui s'attarde plus que de raison sur un mot qui doit cristalliser ses états d'âme. Notons que tous ces effets, loin de s'opposer, peuvent s'additionner afin de construire une analyse complète de l'utilisation par l'auteur de la diérèse. Nous en avons presque fini avec cette capsule sur la versification. Il me reste à vous donner le nom des différents vers en fonction du nombre de syllabes qui les composent. Il vous faudra les connaître. Alors je vous suggère de mettre pause sur cette vidéo afin de bien avoir le temps de les apprendre. J'ai placé une étoile à côté des plus importants. Bon courage! Cette capsule est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura été utile. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser lors de notre prochain cours.